Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20 pour une édition spéciale en direct du Salon de l'Agriculture à l'occasion de la journée des Hauts-de-France, troisième région agricole du pays. Nous allons vous emmener dans l'ambiance de la plus grande ferme de France. Direction bien sûr le pavillon des Hauts-de-France où nous redécouvrirons tous les produits qui font la fierté de notre terroir. Nous y rejoindrons le président de région Xavier Bertrand pour faire un point sur la situation des agriculteurs. Et quelle agriculture pour demain? Le secteur suscite toujours des vocations malgré la crise. Alors que des dizaines de petites fermes mettent chaque semaine la clé sous la porte, nous verrons comment de jeunes passionnés tentent de sauver des exploitations. Et puis un secteur qui a le vent en poupe, celui du bio, avec plus de 600 producteurs dans la région. Et avec nous, pour nous accompagner tout au long de cette édition exceptionnelle, le président de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, Jean-Bernard Bayard. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et sans attendre, comme promis, direction le stand des Hauts-de-France où on rejoint Marie-Noëlle Grimaldi, 300 mètres carrés, une vingtaine d'exposants et bien sûr les spécialités de notre terroir à l'honneur. On en a ici sous les yeux et ça donne envie, Marie-Noëlle. Oui Virna, et moi j'ai trouvé un produit qui va vous caler l'estomac et vous ravir les papilles tout à la fois, c'est la pomme de terre. Les Hauts-de-France, c'est la première région productrice de pommes de terre en France. Quand vous en mangez, vous avez 2 chances sur 3 qu'elles soient cultivées dans la région. Et ici, au Salon de l'Agriculture, il y a une variété qui est mise à l'honneur notamment, c'est la Pompadour. Alors bonsoir Alexis, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Pompadour? Eh bien c'est une des seules variétés label rouge en France. Elle n'est pas très jolie d'aspect, mais elle est très bonne. Elle a un petit cœur fondant au petit coup de beurre frais. Donc ça vaut le coup de la promouvoir. Et elle est aussi très rare. Alors expliquez-nous, il n'y a que 5 producteurs. Dans la région, effectivement, il n'y a que 5 producteurs. On a failli l'abandonner en 2008. Et grâce à la générosité des consommateurs, on arrive de plus en plus à la faire connaître. Eh bien merci beaucoup. Et c'est une pomme de terre plutôt cultivée en Picardie, mais dans le Nord et le Pas-de-Calais, on n'est pas chauvin. On vous retrouve tout à l'heure, Marie-Noëlle. Ici, il faut savoir que ce sont 600 000 visiteurs qui vont défiler toute la semaine. Autant de curieux et de gourmands à conquérir pour les producteurs de notre région. On cuisine, on goûte, on déguste. Attirer le chaland, tout un savoir-faire au salon. Laurent Navez et Jean-Marc Vasco. C'est délicieux. Les visiteurs n'en sont pas encore à tremper leur tartine de maroilles dans le café du matin. Mais à peine 10 heures, ils sont déjà en dégustation. Honneur aujourd'hui au plus fin des fromages forts. Un délice. Le croustillant de la feuille de brique, le maroilles avec les fruits, vraiment réussi. Une recette préparée par les étudiants du lycée hôtelier d'Avesnes et leur chef. Pour eux, le maroilles, ça n'est pas que pour la flamiche. Mais avec le maroilles, on peut faire plein de choses. On peut faire de la chantilly, chose qu'on est en train de faire ici. On peut faire des gaufres au maroilles. On peut faire une déclinaison assez importante de recettes autour du maroilles. Le fromage, ça donne soif. Alors petite pause juste à côté chez un brasseur du Nord. La bière, autre produit emblématique de la région. Mais là aussi, les recettes se multiplient. On a des bières éphémères en fait. On a des bières qu'on fait vieillir pendant quelques mois dans des barriques. Là, on a fait rentrer des barriques de bourbon américain. On a laissé vieillir la bière pendant 6 mois. Il y a 4000 bouteilles. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. La bière, le fromage, le chocolat, les biscuits, le poisson, des centaines de produits de la région ont leur vitrine ici, dans l'espace Hauts-de-France. Mais avec encore 2 marques distinctes, Saveur en Or et Terroir de Picardie, l'idée d'une marque commune n'a pas encore convaincu tout le monde. L'esprit de clocher, si on va dire. Picard je l'étais, Picard je le reste. Le chauvinisme, forcément, bien sûr, ça met du temps, mais je pense que le consommateur, lui, l'essentiel, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver le meilleur de ce qui se fait près de chez soi. Une marque à inventer, des richesses à valoriser. Si les discussions sont encore difficiles, la passion commune du territoire devrait bien finir par l'emporter. Alors Jean-Bernard Bayard, quand on préside une chambre d'agriculture en ces temps difficiles pour le monde paysan, c'est un moment de fierté le salon. On est heureux de venir présenter ces produits. Ah oui, c'est un moment de fierté parce que c'est un moment d'échange. Je crois que c'est un moment exceptionnel de relation entre le monde agricole et l'ensemble des consommateurs. Donc en même temps, un moment festif. Parce qu'au-delà des échanges qui existent, ça permet effectivement de mettre en valeur les produits, ça permet de les présenter à nos consommateurs et ça leur permet de les apprécier. Donc c'est un moment important. Et ça fait plaisir. Et je vous le disais tout à l'heure, les Hauts-de-France, c'est la 3e région agricole du pays avec plus de 27 000 exploitations. On fait le point sur les chiffres avec Hélène Tonneillet.
Dans les Hauts-de-France, 67% du territoire est occupé par de la surface agricole. On compte ainsi 41 000 exploitants. L'agriculteur type est âgé de 48 ans, majoritairement masculin. Seuls 18% des chefs d'exploitation sont des femmes. Notre région cultive sur de grandes parcelles du blé. Nous sommes ainsi le premier producteur de l'Hexagone, tout comme pour les betteraves à sucre, les endives et les pommes de terre. 2 pommes de terre sur 3 en France viennent de chez nous. Nous comptons aussi beaucoup de vaches dans nos prés, 476 000, 4,6 millions de poules pondeuses. Et parmi toutes ces exploitations, seuls 1,5% sont bio, un chiffre malgré tout en constante augmentation. Alors ici au salon, l'ambiance est à la fête. Bon enfant sur le terrain, vous le savez, les temps sont très difficiles dans le monde de l'agriculture. 200 fermes disparaissent chaque semaine. L'âge moyen des chefs d'exploitation est à la hausse. Et comme ailleurs en France, le Nord et le Pas-de-Calais n'échappent pas à la délicate question de la transmission des exploitations agricoles. Notre dossier nous emmène dans l'Avesnois à la rencontre d'éleveurs laitiers confrontés à cette problématique. Reportage Marianne Schelcher et Antoine Morvan. Transmettre à un inconnu ce qu'une famille a mis 2 siècles à façonner. 57 hectares de terres et de prairies, 70 vaches laitières, 150 bêtes en tout. C'est toute ma vie. Je suis né sur l'exploitation, je suis issu de 5 générations connues d'agriculteurs sur la même exploitation. Pierre a 60 ans. Aucun de ses 3 enfants ne reprendra la ferme. J'ai pris conscience il y a une dizaine d'années que j'aurais pas de successeur. Donc ça fait 10 ans qu'on y travaille, qu'on s'y fait et qu'il faudra transmettre. Et donc ce sera quelqu'un de l'extérieur. J'espère simplement qu'il méritera la terre. Comme Pierre, un agriculteur sur 5 doit transmettre sa ferme hors du cadre familial dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et le rythme s'accélère. Aujourd'hui, 500 chefs d'exploitation atteignent l'âge de la retraite chaque année, contre 350 en l'an 2000. Allez, un petit peu de bonne paille. Pour trouver un repreneur, Pierre est aidé par la Chambre d'agriculture. Ces 15 dernières années, la disparition du tiers des exploitations a permis aux autres de s'agrandir. L'enjeu est de pérenniser celles qui restent. Comment ça va, Pierre ? Ça va ? La surface moyenne des exploitations en 2000 était de 46 hectares. Aujourd'hui, au recensement de 2010, elle est de 60. Donc on a bien effectivement conforté des outils qui aujourd'hui sont viables et qui peuvent être transmis pour installer des jeunes agriculteurs. Restent les revenus incertains et la frilosité des banques. Aucun des 15 candidats rencontrés par Pierre jusqu'ici n'a surmonté cet obstacle. On demande à un jeune, sur 10 ans, de rembourser ce que moi j'ai mis 40 ans capitalisé. Alors c'est pratiquement impossible. Philippe, lui, est arrivé à transmettre sa ferme. C'était il y a 4 ans. Son successeur est un fils d'éleveur. Ça aide. Oh, puis il y a de brosses maintenant. Oh mon Dieu, c'est des vaches gâtées. Les vaches sont très belles. Et l'ambiance est bonne dans le bâtiment. Pour moi, c'était qu'il y ait encore un paysan ici sur place, une famille, même si elle n'est pas issue de ma famille, évidemment. Donc voilà, c'était le plus important. Et qu'elle reste en bio. Donc nous, on était passé en bio 15 ans auparavant, en gros. Donc voilà, je suis content. Transmettre une exploitation est d'abord une affaire de rencontre. Pierre est un jeune chef d'exploitation heureux, même s'il n'en revient pas de toutes les compétences requises. Il faut être bon en technique traite, il faut être bon en technique alimentation, il faut être bon en technique vélage, il faut être bon en technique repro. Il faut être bon en gestion du paillage, donc les bâtiments. Il faut être bon pour les veaux, il faut être bon pour le pâturage, il faut être bon pour la culture. C'est énorme, c'est énorme. Parmi les agriculteurs de plus de 55 ans, les 2 tiers n'ont pas encore identifié leur successeur. Dans cette famille-ci, la relève pourrait bien être assurée. Jean-Bernard Bayard, moins gai, un agriculteur se suicide tous les 2 à 3 jours en France. Voilà 3 ans que le monde paysan est empêtré dans la crise. Crise des prix, épizootie, intempéries. Alors comment faire pour attirer les jeunes dans cette voie ? Alors sur le volet que vous abordez concernant les suicides, écoutez, moi je suis assez gêné pour m'exprimer là-dessus. Beaucoup de respect au niveau des individus. C'est un drame sur le plan humain et je respecte les familles.
Il y a une longue histoire en agriculture sur ce type de situation. Hein, ça mériterait un débat beaucoup plus long. Mais comment faire pour attirer les jeunes? Pour attirer les jeunes, je pense qu'il faut que du côté du monde agricole, nous soyons avec un esprit d'ouverture le plus total. Nous avons une chance exceptionnelle au niveau de notre territoire, c'est d'avoir une agriculture plurielle. Plurielle, vous l'avez vu dans la démonstration de votre reportage, plurielle dans ses modes de production et plurielle dans ses modes de commercialisation. Ça, c'est un atout. Donc il faut qu'on explique ça à l'ensemble des jeunes et puis expliquer la chance que nous avons d'avoir cette agriculture auprès des consommateurs. Jean-Bernard Bayard, on continue d'en parler dans un instant, mais avant on va voir un incontournable au Salon de l'Agriculture, les concours et notamment celui des vaches de la race Primolstein. Elles sont 115 à se présenter cette année, parmi elles une quinzaine des Hauts-de-France. Jean-Luc Douchet et Jean-Marc Vascon ont suivi Hawaï, une demoiselle du Pas-de-Calais qui participait à son premier concours dans la catégorie 3e lactation sous l'œil des éleveurs. Ils n'ont Dieu que pour elle. À 1 heure du passage devant le jury, le stress commence à monter au sein de la famille Fasquelle. On est anxieux, on se dit pourvu que ça aille, elle va être fatiguée, du coup elle va pas marcher comme il faut. Voici Hawaï, 4 ans et demi, catégorie 3 lactation, ce qui signifie qu'elle a déjà eu 3 veaux. Poids 750 kg, une quarantaine de litres de lait par jour, bref, de très beaux atouts. Une vache très grande, très large, avec une très bonne mamelle, un très bon ligament, et qui produit du lait de qualité, de la matière protéique, donc c'est la vache idéale. Dernière retouche, Hawaï se fait brosser, lustrer, peigner. On lui applique même du gel pour mettre en valeur ses imposantes mamelles. À ses côtés, Rémi vit aussi son baptême du feu. C'est une chance d'être là, on a été présélectionné, on est déjà très satisfait de pouvoir être sélectionné jusqu'à Paris. Et après, on rêve de quoi? C'est déjà un rêve d'être ici. C'est maintenant l'heure de vérité. 2 petits tours devant les jurés et le public. Le verdict tombe. Pour Hawaï, ce ne sera pas pour cette année. Mais pour Rémi, ce n'était malgré tout que du bonheur. C'est déjà une bonne expérience. J'étais déjà très satisfait d'être sélectionné pour être à Paris. Et Hawaï s'est bien comporté? Oui, elle est un petit peu fatiguée aujourd'hui sur les pattes et c'est un petit peu ça qui l'a pénalisée. Avant de repartir vers le Pas-de-Calais, loin du tumulte du salon parisien, c'est l'heure de la traite et du soulagement pour Hawaï. Environ 25 litres sont tirés, millésime du salon 2017. Et on va retrouver à présent Laurent Navez auprès de notre invité à l'occasion de cette journée spéciale des Hauts-de-France, le président de la région, Xavier Bertrand. Oui, c'est un homme heureux que j'ai à côté de moi. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Alors heureux de voir une telle vitrine de la région avec autant de richesses aujourd'hui? Heureux, bien sûr, parce que ça a permis à la fois de montrer à tous les visiteurs du salon la richesse des produits des Hauts-de-France et de leur donner envie de consommer des produits des Hauts-de-France. Heureux aussi de pouvoir montrer aux agriculteurs, aux paysans, que nous sommes à leur côté, mais aussi inquiets. Parce que quand le salon se terminera, beaucoup de nos paysans vont retourner à leurs difficultés. Alors justement, derrière la vitrine, il y a un malaise profond, la profession souffre. Plus de 22 millions d'euros de budget agricole pour la région, des aides d'urgence qui ont été votées l'an dernier. Comment est-ce que la région peut intervenir et est-ce que d'abord, c'est tout simplement son rôle? Non, c'est vrai que normalement, ce n'est pas son rôle. Mais je ne vais pas rester comme ça, les bras croisés, à me dire il y a un problème agricole et j'essaye de réveiller les autres. Non, on a agi au départ sur les producteurs laitiers, sur la prise en charge des frais financiers, sur également les céréaliers. On a mis en place aussi des audits, mais ça, c'est de l'urgence. Il y a 1000 audits qui ont été réalisés. Des centaines et des centaines d'agriculteurs aidés, mais ça ne suffit pas. Nous présenterons au premier semestre une nouvelle stratégie agricole. Il y a bien sûr les fonds européens, et entre parenthèses, on a quand même besoin de l'Europe pour aider aussi l'agriculture. Et puis c'est vrai que la politique régionale, jusqu'à la fin du mandat, c'est 100 millions d'euros. Mais les chiffres ne doivent pas faire oublier les hommes et les femmes qui sont derrière. Et ce qui m'a marqué ce matin, c'était un jeune qui avait 12 ans, du lycée du Paraclet, lycée agricole. Ce jeune-là, j'ai envie que dans les années qui viennent, si je reviens au salon, je le vois, avec ses bêtes, pouvoir faire le concours. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement de l'argent qu'il faut aligner. Il faut bien comprendre comment on peut l'aider à s'installer, comment on peut l'aider à moderniser son exploitation, pour qu'il puisse produire et surtout vivre. Vivre sans tendre la main, sans avoir des aides, mais vivre de la vente de ses produits. C'est ça l'enjeu. Voilà. Alors il y a les aides, il y a aussi les actions que vous menez à plus long terme. J'en prends une seule, je mange local et vous. Qu'est-ce que ça peut apporter et est-ce que finalement ce n'est pas une des réponses à la crise? Oui, c'est un des débouchés. Clairement, les cantines des lycées, c'est l'affaire de la région.
Alors on dit maintenant aux gestionnaires, on va acheter local. Ça coûte un peu plus cher, alors la région fera l'effort. Sans augmenter les impôts, mais on fait l'effort. Et pour les agriculteurs, pour les paysans, pour les producteurs, c'est un débouché supplémentaire parce qu'on est quand même plus sympa pour négocier, excusez-moi, que certains de la grande distribution. On est d'accord. Donc c'est une façon d'agir. On est aussi très clairement engagé dans un rôle de porte-parole. La région, elle doit être porte-parole au niveau national et au niveau européen. Mais c'est vrai que c'est comme l'amour. Les déclarations, c'est sympa, mais c'est les actes qui comptent. Une dernière question très rapide, Xavier Bertrand, plus politique. Marine Le Pen était sur le salon aujourd'hui. Elle n'est pas venue jusqu'ici, jusqu'aux Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas surprenant. Elle n'y vient jamais dans les Hauts-de-France. Elle s'est juste présentée aux élections, elle ne vient jamais en session, elle ne vient jamais. Merci. Donc il ne faut pas s'étonner qu'elle ne vienne pas sur le stand. Okay. Merci Xavier Bertrand. Voilà la suite de cette édition spéciale avec vous, Virna. On épingle du jeu. Le bio en plein boom. L'année dernière, la part du bio dans nos assiettes a bondi de 20% et ça réussit plutôt bien aux paysans qui choisissent cette voie. Exemple, près de Dèvres où des producteurs transforment eux-mêmes leur lait et leurs fruits. Caroline Arnold, Emmanuel Kinard. C'est ici, au milieu de ces pommiers, que l'histoire de la famille Leduc a connu un tournant. Un verger démarré pour le plaisir par le père, devenu l'activité principale du fils Nicolas, puis de son frère Michael. On a cherché un moyen de créer un revenu par la diversification, quoi. Donc le verger cidre, qui est une tradition régionale. Du cidre, mais aussi aujourd'hui du jus, du vinaigre ou de l'alcool de pomme, tous bio, tous produits directement à la ferme et vendus à un solide réseau de clients. L'agriculture classique pour l'industrie, c'est vrai qu'on gagne de moins en moins d'argent. On est de plus en plus, on va dire, tributaire des grosses sociétés. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait. Une autre philosophie de l'agriculture que la famille a peu à peu appliquée à toute son exploitation, comme la production laitière héritée des parents, 40 vaches désormais élevées, elles aussi en bio, et du lait dont près de la moitié est transformé en fromage par la sœur Isabelle et la belle-sœur Laetitia. On était parti sur 3 jours de fabrication par semaine, on est à 5. Produit phare de la ferme, cette mimolette notamment. Elle permettra de tirer un revenu près d'1,5 fois plus important que le lait non transformé. Le fait de faire de la transformation, le lait est mieux valorisé, même si c'est du travail supplémentaire, puisqu'on est quand même 2 à travailler sur la fromagerie. Grâce à cette diversification, au label bio aussi, la famille Leduc parvient à tirer 4 salaires de son exploitation, tous supérieurs au SMIC. On vit confortablement, on va dire, à 4 associés sur une petite exploitation d'à peine 70 hectares. Une chose qui est plutôt rare, on va dire, dans la région. Et on garde un petit peu d'argent de côté au cas où on a des années difficiles, quoi. Et pas question de s'agrandir. Chez les Leduc, on veut rester petit, tout en développant un modèle qu'ils aimeraient plus courant. Jean-Bernard Bayard, le bio ne représente qu'1% des surfaces agricoles de notre région et pourtant, on le voit dans ce reportage, grâce à la transformation de ces produits bio, cette famille s'en sort mieux. Pourquoi ne pas développer ce secteur ? Pardon. Pourquoi ne pas développer? C'est-à-dire que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, à eux de prendre une voie. Donc effectivement, Nicolas Leduc, qu'on connaît bien, ils ont pris une option à une certaine époque et ils ont poussé et développé ce bio. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on a un certain nombre de nos collaborateurs, d'ingénieurs qui travaillent sur ces schémas-là. Et nous travaillons également avec un certain nombre de collectivités territoriales, donc au niveau du conseil régional, au niveau des conseils départementaux, mais également avec des communautés d'agglo, des communautés urbaines. C'est un axe sur lequel nous travaillons. Mais effectivement, le bio n'est pas simplement une relation directe avec un consommateur. Il faut le réfléchir d'une manière plus globale au sein d'une filière également. Mais donc, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer? Le modèle des fermes-usines géantes ou alors les petites exploitations qui privilégient la qualité? Moi, je n'ai pas de conseil. Je fais confiance en l'homme. Je dis aux gens, analysez bien les situations en fonction de vos compétences, en fonction de vos souhaits et prenez une option dans laquelle vous pouvez vous épanouir et réaliser pleinement votre projet. Il faut que l'installation soit la réalisation d'un projet personnel au niveau des jeunes qui rentrent dans la profession.
Autre exemple du savoir-faire régional, eux aussi transforment leurs produits non pas issus de la terre, mais de la mer. L'entreprise JP Marais de Boulogne-sur-Mer, à peine pêchés, les poissons y sont préparés avant d'arriver ici, dans les casseroles des chefs du Salon de l'Agriculture. Valérie Dermercédian et Philippe Roussel. Dès 5 h le matin, la ruche de JP Marais s'active. Depuis 17 ans, cette entreprise est l'un des plus gros transformateurs de poissons de la place boulonnaise. Alors forcément, le Salon de l'Agriculture à Paris, c'est une formidable vitrine pour mettre en avant toute la pêche de la région. Ce matin, pour le salon, nous avons essayé de faire une petite sélection des poissons débarqués ce matin à la criée de Boulogne. Donc ici, on peut y voir de l'encorné extra. Quelques espèces qui seront présentes aussi sur le salon, comme le carlet. Après, un poisson qui est en abondance en ce moment sur la criée de Boulogne, c'est la sole. Différentes tailles de sole. On y voit pareil là, qualité pêche de la nuit, une sole vraiment extra, toute raide. Et la plus grande force de Boulogne, reconnue et enviée bien au-delà des Hauts-de-France, c'est le filetage à la main, ou comment, en 4 coups de couteau bien placés, tirer un beau filet de poisson. Ici, il faut descendre tout le long de l'arête. Arrive ici, on transperce, on descend. Là, on remonte le long des arêtes pour le dégager. Et après, on descend. Le gros avantage d'un travail manuel par rapport à un filet levé à la machine. Sur un étal de poissonnier, la présentation, c'est déjà 50% de la décision du consommateur. L'aspect brillant, fraîcheur, qui donne vraiment l'éclat au poisson et qui va donner l'envie. Autre vedette du salon, la vive, un poisson plus connu pour ses piqûres que pour ses qualités gustatives. Elle sera cuisinée dès demain par des grands chefs. Et des produits à l'honneur dans les stands des Hauts-de-France où l'on rejoint Marie-Noëlle Grimaldi. Et là, on passe de l'assiette à la chope. Voilà, ça y est, c'est l'heure de l'apéro Virna. Alors le salon a fermé ses portes, mais nous, on est à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut normal. Les Hauts-de-France, c'est 6 millions d'hectolitres de bière produits chaque année, dont la Choulette, qui est une des plus anciennes brasseries de France, 1885. Alors Moïse, expliquez-nous, est-ce que les bières des Hauts-de-France sont réputées ou pas ? Alors à mon avis, elles sont très réputées. Historiquement, les bières du Nord, on a d'ailleurs chaque année énormément de médailles, dont 12 cette année. Et par curiosité, par exemple, avec ces 2 pompes à bière, combien de litres chaque année au salon ? Alors je dirais qu'on est aux alentours de 1000 litres. On rappelle quand même que c'est à consommer avec modération. Merci beaucoup Moïse. Merci pour ce conseil Marie-Noëlle. Alors il faut savoir que 4000 animaux sont exposés ici au Salon de l'Agriculture, de quoi ravir un Dunkerquois. Artiste animalier, il passe des heures dans les étables et les prairies. Roch Vendroom réalise des œuvres de toute beauté, monumentales ou plus intimistes. Christelle Massin et Vincent Dupierre l'ont rencontré. Elle a pris les chemins de traverse, loin des enclos, des pâturages, une rouge flamande en plein centre-ville. Cette sculpture est sortie d'un imaginaire, celui de Roch Vendroom. Sa passion des animaux remonte à l'enfance. On avait des animaux dans notre jardin, enfin au fond du jardin. Donc, pareil que je dessinais déjà les poules, les canards et les lapins qu'on avait chez nous. Et puis bon, j'ai continué toute ma vie. Un taureau mélancolique allongé dans un pré, un cheval. On peut aussi aimer les animaux pour leur solitude. Dans le salon de la famille, dans chaque pièce, le regard se pose sur eux. À quelques kilomètres de là, voici les modèles vivants. Petit instant de grâce. Si on peut passer tant de temps à les regarder, c'est qu'il y a quelque chose qui est proche de vous au fond, quoi. Hein. C'est pas décoratif, quoi. C'est pas juste en passant, quoi. On avait une chèvre préférée, qui s'appelait Lily. Et donc, on l'a vue une première fois à une exposition à Marquette. Et ça nous a fait une émotion intense parce qu'on retrouvait l'expression de l'animal. C'était vraiment comme si elle était encore vivante. L'artiste dit trouver un apaisement à leur côté, une vie à raconter le mystère animal. Et voilà de quoi terminer en beauté cette édition spéciale consacrée à la journée des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture ici Porte de Versailles à Paris. Jean-Bernard Bayard, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et on se quitte sur ces images de la plus grande ferme de France et des exploitants de notre région à l'honneur ici aujourd'hui.
Tout de suite, le ciel suivi de l'édition nationale. Très belle soirée.